Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner en cette fin de week-end dominée par l'actualité sportive. Nous ouvrirons ce journal avec le Monaco Run. Il s'est terminé à la mi-journée avec la course tant attendue du 10 km. En marge de l'événement, la marche Pink Ribbon dédiée à la lutte contre le cancer du sein a réuni des centaines de personnes. Nous y étions. À la ZAC Saint-Antoine, le top 12 de gym a tenu toutes ses promesses. Monaco sort vainqueur de la rencontre face à Valoris, triple champion de France. Compte rendu à suivre. Nous accueillerons ensuite Arnaud Cohen. L'ancien journaliste de Monaco Matin nous présentera son tout premier livre, Dans la tête d'un papa, une ode à la paternité. Enfin, un peu de cinéma. Nous présenterons le prochain film à l'affiche du Théâtre des Variétés, Septembre sans attendre, une comédie dramatique franco-espagnole. Jour 2 du Monaco Run, avec le soleil cette fois, des milliers de coureurs se sont élancés du Port Hercule ce matin. Une course de 5 km et une de 10 était proposée aux courageux. Retour sur cette journée riche en records avec Gaëtan Lebrun et Arnaud Humbert. Ce dimanche matin, 1400 coureurs ont pris le départ des épreuves du 10 km et du 5 km, les deux épreuves emblématiques de la Monaco Run Gramaglia. Dès 8h40, c'est la Kenyane Faith Kipyegon, triple championne olympique du 1500 mètres, qui a ouvert le bal en courant seule le 10 km en seulement 29 minutes et 48 secondes pour ses débuts dans cette catégorie. I just wanted to run under 30 minutes and I've achieved it, and it's my first road running 10K, so I'm happy about the results, and the race was good. I enjoyed so much, and hopefully I'm going back home with some experience and enjoying the moments, yes. À la suite de la performance historique de la Kenyane, s'est tenu le départ officiel du 10 km, où professionnels comme amateurs ont pris part à la course. Chez les hommes, c'est le Marocain Abdellah Kertoum qui s'est imposé en établissant un nouveau record en 30 minutes et 26 secondes. Et chez les femmes, c'est la Hongroise Edith Filo qui a dominé l'épreuve en 37 minutes et 44 secondes. I tried my personal best, but the truth was a bit hot weather for me, so not today the personal best, but it was really nice. I always can run with somebody, and it's really important to me. I always catch a man and I follow these guys, and the weather was perfect, a bit hot for me, but the course was really perfect, flat and flat, so really good. Le cours ça passe bien, même le parcours ça va, et ça va pour moi. Aujourd'hui c'est un peu chaud, mais ça va. 5 km la dernière, il passe pas vite parce que je fatigue un peu. Mais la prochaine course, Inch'Allah, je fais un bon chrono, Inch'Allah. Il y a des athlètes de niveau un peu, mais ça passe, ça va. Le 15 km premier, il passe vite, mais 15 km... La journée s'est achevée avec le 5 km, remporté par le néerlandais Tim van der Bert, en 13 minutes 25 secondes, qui devance son compatriote Rohan Zilderman de seulement 3 petites secondes. Et alors que les derniers coureurs du 10 km passaient la ligne d'arrivée, juste à côté, l'association Pink Ribbon Monaco tenait sa traditionnelle marche solidaire. Une 15e édition axée sur la prévention. Théo Schumer et Marie-Ève Béhet se sont mêlés aux participants, tous de rose vêtus. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel annuel de Pink Ribbon pour sa traditionnelle marche solidaire du Monaco Run. Soutenir la lutte contre le cancer du sein, une cause qui tient à cœur et qui, grâce aux fonds récoltés aujourd'hui, permettra de renforcer le travail autour de la prévention. Et tous les fonds récoltés par la marche vont directement soutenir la recherche scientifique menée par le docteur Florent Hugonnet au centre hospitalier Princesse Grace pour rechercher le dépistage du cancer du sein lobulaire. Mais cette année, c'est énorme. Le monde est fabuleux et on a hâte de donner le départ là maintenant. 3, 2, 1... La marche s'était lancée à 10h passées sur le quai Albert Ier. Sous un grand soleil, les participants, pour la plupart munis de leur t-shirt rose, ont pris la direction du Rocher en passant par la Porte Neuve, le musée océanographique, les jardins Saint-Martin ou encore la place du Palais. C'est un tour de 5 km qui était prévu jusqu'au casino de Monte-Carlo avant de redescendre au port. En tête de cortège, on retrouve des personnalités monégasques de premier plan venues elles aussi témoigner leur soutien à l'association. La santé des femmes, c'est un sujet important, c'est un sujet qu'on traite
au niveau du comité des droits des femmes. Puis c'est important de soutenir la lutte et la prévention par rapport au cancer du sein. Et Pink Ribbon est une des associations qui fait partie du comité des droits des femmes. Donc c'était tout naturel d'être là ce matin. Cette marche aura une nouvelle fois montré que des causes importantes bénéficient toujours de visibilité et de soutien, même si le combat contre le cancer du sein est loin d'être terminé. Et toutes les initiatives sont les bienvenues. En plus de sa contribution au CHPG, Pink Ribbon annonce la sortie ce mois-ci d'une newsletter mensuelle sur le bien-être comme moyen de prévention. En gymnastique, l'Étoile de Monaco a brillé hier à l'espace Saint-Antoine à l'occasion de la deuxième journée de championnat de France. Face à l'ASBG, Valoris Golfe-Juan, les Monégasques se sont imposés de justesse. Le résumé de cette rencontre a coupé le souffle et signé Gaëtan Lebrun et Sylvain Péroumal. Les Monégasques se sont imposés d'un tout petit point, 50-49, au terme d'une rencontre au suspense total. Malgré un début difficile au sol, les Monégasques ont su réagir avec caractère. Plus solides au cheval d'arçon, aux anneaux, au saut de cheval, aux barres parallèles et à la barre fixe, ils ont quasiment réalisé un sans faute sur 5 des 6 agrès et s'imposent avec la manière face à un adversaire de renom. C'est une rencontre qui s'est vraiment jouée dans la tête en fait. C'était les nerfs, on sait que c'est une rencontre qui est très longue, il y a 6 agrès, il y a 4 duels par agrès. Donc moi quand on perd les 4 premiers duels au sol, j'ai dit les gars c'est pas grave, il y a le temps de se refaire. Et puis on sait que les compétitions de début de saison, souvent il peut y avoir des craquages comme ils ont pu le faire. Et voilà, donc du coup on s'est dit on reste focus, on fait ce qu'on sait faire et on le fait le mieux possible. Et si ça nous sourit, tant mieux. Et aujourd'hui, ça nous a souri. Avec ce succès, l'Étoile de Monaco peut rêver encore plus haut pour cette saison 2026. Les ambitions de base, c'était juste le maintien. Maintenant, en gagnant les 2 premiers matchs, peut-être qu'une bonne surprise nous arrivera dans 2 semaines. Le sort n'est plus entre nos mains. Donc on regardera la confrontation entre les 2 équipes de la poule dans 2 semaines avec impatience et on verra ce qui se passera. Avec cette victoire, Monaco continue de faire la course en tête dans la poule 1 avant le dernier match de la poule le 28 février. Vous avez déjà sans doute lu ces papiers dans Monaco Matin. Arnaud Cohen, ancien journaliste du quotidien monégasque et rédacteur en chef de l'Union de Reims, a sorti sa plume non pas pour rédiger un article, mais pour écrire un livre sur la paternité. Intitulé « Dans la tête d'un papa », cet ouvrage est en fait une déclaration d'amour à sa fille. Écoutons-le, il est interrogé par Théo Schumer. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ravi de vous revoir à Monaco, qui a été votre lieu de travail pendant un moment, vous qui avez été journaliste pour nos confrères de Monaco Matin. Mais ce n'est pas pour votre métier que vous êtes sur notre antenne ce soir, mais pour votre premier livre que vous venez de publier. Il s'appelle « Dans la tête d'un papa, les aventures quotidiennes d'un père fou de sa fille ». Racontez-nous d'où part cette folle histoire. Au départ, ça ne devait pas être un livre. Au départ, quelques semaines, une quinzaine de jours avant l'accouchement de ma femme, on s'est retrouvés dans un restaurant sur les hauteurs de Saint-Laurent-du-Var. Et pour une raison que j'arrive toujours pas à m'expliquer, j'ai eu envie d'écrire des moments, des pensées. Mais franchement, je savais pas du tout pourquoi j'avais cette pulsion d'écriture. Et pendant ce repas, pendant lequel j'ai totalement négligé ma femme, j'ai ouvert un compte Twitter en plus du mien, mon compte professionnel. J'ai ouvert un compte Twitter totalement personnel que j'ai appelé Lisa 2014, Baby Story 2014, et j'ai publié un premier tweet qui était une pensée assez rigolote à ce moment-là. C'était de me dire quand est-ce que ce bébé va arriver, parce qu'on arrivait pas très loin du terme, mais que ça commençait un petit peu à traîner. Donc je fais un premier tweet sur mon impatience. Et puis, dans les 3-4 jours qui ont suivi, j'ai commencé à prendre goût à ces tweets dans lesquels je partageais avec un auditorat qui était très, très, très restreint. C'était les amis et la famille. Je l'avais fermé, ce compte Twitter, il n'était pas ouvert. Et j'ai commencé à partager des pensées sur les moments que je vivais avant la grossesse, avant l'accouchement de la petite. Et puis finalement, j'ai écrit beaucoup plus qu'un seul tweet par jour. J'en ai écrit, je ne sais plus combien, 2500 sur l'ensemble de l'année. Voilà, et justement, ces épisodes, vous les avez classés en grandes périodes qui ont donc donné vos chapitres. Oui. Donc, on a le chapitre de la naissance, on a aussi la crèche, la musique. Donc, ça, c'est vraiment la première année d'une petite fille. Quand vous revoyez tout ce fil, toute cette histoire, qu'est-ce que vous vous dites avec le recul ?
C'est amusant que vous me disiez ça parce que il s'est passé entre le moment où je les ai écrits et le moment où je les ai relus, il s'est passé 10 ans. Il s'est passé 10 ans parce qu'en fin de compte, au bout de 10 ans, ma fille a donc allé s'apprêter à fêter ses 10 ans. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais ce truc-là que j'avais fait, pourquoi je lui offrirais pas ça? Parce qu'en plus, c'est une folle de lecture, et je me suis dit, tiens, ça peut peut-être l'amuser. Donc, j'ai fait à ce moment-là un grand copier-coller de ce texte, je l'ai mis en forme, je l'ai imprimé à mes frais. Il y a des sites sur Internet qui permettent de faire des livres comme ça à compte d'auteur. Et l'année dernière, pour ses 10 ans, je lui ai offert ce bouquin. Elle l'a lu, elle l'a dévoré, elle a adoré. Ma femme également. Et puis, je l'ai passé à quelques personnes dans mon entourage, et notamment deux amis journalistes. Et l'un des deux me dit mais Arnaud, c'est top ce truc. Je lui dis c'est top, mais je me vois mal publier ce genre de choses. Il me dit mais si, parce qu'en fait ce que tu racontes, c'est universel. Ce journaliste, il a aujourd'hui 70 ans. Il me dit je me souviens exactement d'avoir ressenti les mêmes choses il y a 50 ans. Et c'est là où je me suis dit peut-être que ça vaut quelque chose. Et donc, c'est dans cette année de réflexion où je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Alors, du coup, j'ai repris tout ce texte. Je l'ai énormément retravaillé parce que les tweets sont authentiques, mais il y avait, comme je les écrivais dans des conditions assez rapides, ou alors le soir très tard, et il y avait pas mal de coquilles. Donc, j'ai retravaillé tous les tweets. J'ai enlevé certains qui n'avaient aucun sens, qu'on ne comprenait pas trop avec le recul. Et donc, ça a donné ce texte. Et pour répondre à votre question, c'est à ce moment-là seulement que je me suis rendu compte que c'était intéressant. Je me suis marré en le relisant, en le corrigeant. Et bien évidemment, il a fallu que je le complète parce qu'on ne peut pas faire un livre avec uniquement une série de tweets. Ça n'existe pas et puis ça n'a pas de sens. Donc, l'été dernier, j'ai rédigé un long prologue, j'ai rédigé une conclusion, j'en ai profité d'ailleurs pour rédiger une lettre à ma fille. Je me suis dit, tiens, ça me donne envie, 11 ans plus tard, de lui écrire. Et puis voilà, ça a donné le bouquin. En tout cas, merci beaucoup Arnaud Cohen d'être passé nous voir pour nous parler de ce livre, peut-être le premier, très touchant, dans la tête d'un papa, les aventures quotidiennes d'un père fou de sa fille, aux éditions du Net, et on le recommande vivement. Merci à vous. Merci à vous, merci. Nous vous proposons à présent de remonter le temps pour nous rendre en 1926, il y a tout juste 100 ans. À la médiathèque Caroline, une conférence sur le Monaco des années folles a été organisée par l'Alliance française qui a vu le jour à cette période-là justement. Fabien Monia et Lionel Bernardi y ont assisté. 1926-2026, un centenaire sépare ces deux dates. L'Alliance française de Monaco a organisé une conférence en partenariat avec la médiathèque Caroline et la Fédération des groupements français de Monaco. L'orateur était le responsable du fonds patrimonial à la médiathèque, Alain Bottaro, et la thématique, l'année 1926, Monaco des années folles, entre modernité artistique et incertitude politique. Cette décennie d'années folles, si c'est un rayonnement, un foisonnement dans la création artistique, il y a des questions qui se posent à Monaco et que je vais exposer. L'évolution politique et la constitution monégasque qui se pose, et aussi en contrepoint à la modernité et au cosmopolitisme de Monte-Carlo, la question de l'identité culturelle monégasque. Pour célébrer son centenaire, l'Alliance française de Monaco organise des événements tout au long de l'année. En septembre, il y aura une conférence de Bruno de Sessol sur le libéralisme chez les grands auteurs français. Ensuite, une conférence-concert très remarquable, puisqu'elle va être animée par le prince Ludovic de Polignac, qui présentera notamment les œuvres d'Armande de Polignac, qui est une musicienne et compositrice de la fin du XIXe siècle. Et enfin, nous terminerons le 3 novembre par une conférence de l'académicien et historien Pascal Horry, qui parlera de René Blum à Monaco. Et plus proche dans le temps, le 9 mars, une exposition sera organisée à la Maison de France avec une centaine de dessins grand format de Virginie Broquet sur les grands classiques de la littérature française, mis à la portée de la jeunesse.
C'est le rituel du dimanche, on parle cinéma avant de se quitter. Fabien Monia n'a pas retrouvé le directeur de l'Institut audiovisuel Vincent Vatrican, mais l'un de ses collaborateurs, Jacques Kermabon. Le programmateur associé présente le prochain film à l'affiche du Théâtre des Variétés, Septembre sans attendre, de Jonas Trueba. Jacques Kermabon, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, nous parlons du film franco-espagnol, Septembre sans attendre. Déjà, de quoi parle ce film? Quelle est l'histoire? Alors, c'est une histoire un petit peu étrange. En fait, c'est un pari, une décision qu'un couple prend, un jeune couple prend, de dire on va se séparer. Et en fait, quand le film commence, ils décident de se séparer, mais on ne sait pas pourquoi vraiment. C'est quelque chose qui reste dans le flou. Et ils disent, oui, mon père disait, et ça m'a marqué dans ma jeunesse, pourquoi on fête seulement les mariages, on devrait aussi fêter les séparations. Et donc ils disent, on va faire une fête pour notre séparation. Et ils font le tour des amis comme ça pour leur annoncer leur séparation. Et ils se retrouvent confrontés à des amis complètement atterrés parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Et le film va évoluer comme ça petit à petit au gré des rencontres jusqu'à un final que je ne vais pas dévoiler maintenant, mais qui est une surprise pour le spectateur, mais qui était aussi d'ailleurs une surprise pour le réalisateur parce qu'il ne savait pas vraiment comment il allait terminer son film. Ils l'ont fait au fur et à mesure? Ils ont écrit les dialogues, tout ça au fur et à mesure? Il y avait des choses qui étaient écrites et puis des choses qui ont été écrites petit à petit, et la fin, ils ne savaient pas vraiment comment ça allait se profiler. Ce sont des personnages qui travaillent dans le cinéma, les protagonistes, et ils sont en train de terminer un film, de monter un film. Et on comprend, au bout d'un moment, que le film qu'ils sont en train de monter, c'est le film qu'on est en train de voir. D'accord. Donc il y a comme ça une interaction entre le cinéma et la vie, entre c'est ce qui donne une partie. Enfin, c'est pas le champ principal du film. Le champ principal du film, c'est une espèce de légèreté. Trueba a l'art comme ça de capter des moments de vie où les acteurs sont extrêmement séduisants dans leur fragilité, dans leurs élans. Et ça, c'est assez beau. Mais c'est une comédie dramatique. C'est une comédie ou c'est un drama, finalement? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que ça fait pleurer? Alors, c'est un film qui est en contrepoint avec notre programmation autour des comédies américaines, qui sont des comédies de remariage. C'est-à-dire que on en a longuement parlé avec Vincent, effectivement, il y a quelques temps. Et ce film, en fait, est une référence aux comédies de remariage. C'est une comédie, donc, avec l'envie de revisiter ce genre qui avait été repéré par un philosophe qui s'appelle Stanley Cavell, qui est d'ailleurs cité dans le film. Son père lui dit, tiens, tu devrais lire ça. Ce philosophe, il a beaucoup parlé des comédies de remariage, et Jonas Trueba est un cinéphile, donc il connaît tout ça. Donc il avait envie de reprendre ce motif avec des protagonistes aujourd'hui et des situations d'aujourd'hui contemporaines. Une comédie de remariage qui était très à la mode à l'époque, mais contemporaine. Tout à fait. Les acteurs sont aussi partie prenante, c'est-à-dire que l'actrice est la femme du réalisateur, mais elle est scénariste, le comédien qui est avec elle est scénariste aussi. Ils ont, quand on parlait de faire évoluer le film, ils sont partie prenante dans le film aussi. Oui, exactement. Comme ils ont en partie écrit le film au fur et à mesure, pas complètement, mais ils ont, écrit les dialogues. Donc ils sont co-auteur du film, co-auteur et scénariste, oui, complètement. C'est un travail comme ça, collectif, avec il y a des acteurs sa femme, elle joue dans presque tous ses films, le comédien aussi qui joue avec elle est quelqu'un qui a joué aussi dans ses autres films, donc c'est un travail comme ça à plusieurs mains, en quelque sorte. Dernière question, ce film, Septembre sans attendre, pourquoi il faut aller le voir? Pour découvrir un cinéaste important, et après avoir envie de voir les autres. C'est un film qui vous a plu en tout cas. Ah oui, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Enfin, pour moi, c'était une des plus belles révélations de ces dernières années, Jonas Trueba. À ce point. Ouais. À ce point. Oui, vraiment. Oui, c'était une des plus beaux. Parce que le cinéma existe depuis longtemps, donc des fois on se prend à douter de rencontrer un cinéaste qui compte à la hauteur des autres. Et là, petite révélation. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui compte et qui va encore compter beaucoup plus dans les années qui suivent. Eh bien, allons voir Septembre sans attendre. Merci Jacques. Merci à vous. Nos separamos, ¿sabes? Sí, pero estamos bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. Sí, estamos bien, es una decisión de los dos. No, te lo digo porque no es fácil, ¿no? Es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. ¿No estás feliz?
No. Tú estás feliz. Sí. C'est déjà la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo présentée par Théo Schumer. Demain, c'est Patricia Navarro qui prendra les commandes de votre 19h. Et puis, nous vous proposons ce lundi de découvrir ou redécouvrir le podcast de Valentin Vachereau. Nous l'avons appris il y a quelques jours. Avec ses coéquipiers, le tennisman monégasque affrontera la Finlande en Coupe Davis après avoir créé l'exploit au Kazakhstan. Au micro de Geneviève Berthy, il était revenu sur son triomphe au dernier Masters 1000 de Shanghai. Excellente soirée avec nous et bonne semaine. Bonsoir à tous, des conditions encore douces pour demain avec un ciel à moitié nuageux à prévoir en matinée qui pourra se découvrir un peu plus l'après-midi. En revanche, notez qu'on aura beaucoup de vent au programme, ça a commencé aujourd'hui et ça va s'intensifier demain avec, nous allons le voir, des rafales jusqu'à 70 km/h. Attention si vous allez du côté des côtes. Pour les températures, il faudra compter 9 degrés en matinée et jusqu'à 17 l'après-midi. Ce lundi 16 février, nous fêterons les Juliennes. Excellente soirée avec nous et belle semaine à Monaco.